Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Abdou Ndoukour Kachendaw. On ne le présente plus au Sénégalais, il est socio-anthropologue, surtout de terrain, parce qu'il est sur le terrain pratiquement pendant toute l'année en faisant ses études ethnographiques et anthropologiques. Monsieur Abdou Kachendaw, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal, depuis quelque temps, est agité. De la violence, on en a connu sur le plan politique depuis des années, mais elle semble être beaucoup plus virulente. Violence, viol, un peu partout. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Merci beaucoup Alsan pour cette invitation. Oui, c'est une très bonne question. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'avant, les partis politiques qui semblent incarner pour le moment la violence étaient des partis qui étaient solides sur le plan théorique, sur le plan programmatique, et également, parfois, pour des raisons stratégiques, évidemment, qui défiaient le pouvoir, ou le pouvoir qui défiait l'opposition. Je pense que ce qui a changé maintenant, c'est que les nouveaux leaders de partis politiques semblent privilégier la violence comme une sorte d'effet boomerang, et que lorsqu'on regarde sur le plan programmatique, c'est pas tout le monde, mais globalement, on peut considérer que c'est comme ça. Sur le plan programmatique, il y a une faiblesse structurelle qu'on peut noter. Et c'est peut-être l'un qui explique l'autre, c'est-à-dire la faiblesse structurelle dans les élaborations théoriques, dans qu'est-ce que les gens veulent proposer aux Sénégalais sur un certain nombre de questions. Je pense que c'est ça également qui est une des raisons de la violence. Bien évidemment, c'est simplement une des raisons de la violence. Maintenant, il faut considérer qu'il y a un élément qui est plus structurant. C'est que n'oublions pas que nous sommes 75% de jeunes qui ont moins de 25 ans au Sénégal. Et bien évidemment, ça impacte en termes de chômage. Et tout ça reste une bombe, qui est une bombe à fragmentation, qui n'est pas simplement quelque chose de spécifique au Sénégal. Dans d'autres pays, c'est également la même chose. Probablement, nous devrions réfléchir sur comment nous allons gérer cette bombe à fragmentation. Et je crois que c'est la situation sociale du pays qui fait que sur fond de mécontentement plus ou moins généralisé, qui fait que, bien évidemment, la violence prend des raccourcis parfois. Et je pense que c'est sans doute ça qui explique que le Sénégal a relativement changé, parce que quelque part la situation politique est venue, quelque part les gens sont plus fatigués, et quelque part il y a évidemment un déficit de formation idéologique qu'incarnaient globalement les partis, et principalement les partis de gauche, qui pour l'essentiel se sont affaissés. Et je crois que l'affaissement des partis de gauche a fait que le débat politique est devenu un débat qui glisse sur le versant de la violence plus que sur le versant des élaborations. Cela ne veut pas dire... Justement, beaucoup estimaient que la rupture est venue en 2000 avec l'arrivée d'Abdoulaye Wade au pouvoir, que les partis politiques, il y a eu un tournant, il n'y a plus de formation dans les partis politiques. Les partis de gauche qui ont aidé Abdoulaye Wade à arriver au pouvoir ont réintégré le gouvernement, se sont désintégrés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que le discours, la formation politique n'est plus prise en charge. Et ce sont les réseaux sociaux qui s'en prennent en charge. Oui, il faut constater que oui, ce sont les réseaux sociaux qui ont pris en charge les vocations idéologiques, et bien évidemment avec une pluralité de gens qui ne sont pas assis sur une formation idéologique conséquente. Il est toujours difficile de faire des comparaisons, mais disons que les générations 70, 80, jusque sans doute dans les années 2000, il y avait des partis politiques qui avaient des écoles du parti, qui avaient des lignes de parti et qui, globalement, malgré la complexité des alliances, avaient une tournure idéologique conséquente. Aujourd'hui, on n'en a plus. Quasiment tous ces partis qui avaient ces écoles de parti ont disparu à part quelques exceptions. Et même, il faut aller voir les curricula de formation dedans. Donc, il faut constater simplement que je pense que c'est l'ère du temps
que les partis politiques n'ont plus le temps pour l'essentiel de s'occuper de la formation idéologique de leurs militants et du coup, ça impacte évidemment sur le niveau de conscience politique et sur la qualité de conscience politique. Est-ce que cela rend le pays vulnérable? Le pays a été vulnérable depuis plusieurs années, en particulier lorsqu'on a regardé, disons, des partis politiques qui se sont transformés en GIE, en groupement d'intérêt économique, lorsque les partis politiques qui devraient avoir en charge la formation idéologique de leurs militants ne fonctionnent plus sous ce registre, et bien évidemment, puisque c'est les partis politiques qui gèrent le pays d'une manière ou d'une autre, au plan constitutionnel, évidemment, l'impact est décisif en termes de violence. Est-ce que cela a un impact sur les autres secteurs de la société? Et ça impacte évidemment sur les autres secteurs, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la santé. Globalement, lorsqu'on regarde, on se rend compte que la qualité est en deçà de ce que nous avions il y a quelques années. Après, il faut éviter les comparaisons rapides parce que ce n'est pas toujours évident. Dans d'autres domaines, on est encore plus performant. Mais dans un certain autre domaine, je crois que nous avons une baisse de qualité malheureusement regrettable. Si on regarde aujourd'hui, on parle de plus en plus de viol au Sénégal. C'est vrai qu'avant les médias, ce n'était pas très médiatisé. Mais le viol est encore des questions très taboues au Sénégal. La preuve, ce qui s'est passé avec Miss Sénégal la fois dernière, les gens en ont parlé beaucoup. Il y a eu une sorte d'ormeta par rapport à ça. Mais on assiste un peu à une décomplexie. Les gens se décomplexent aujourd'hui, en parlent de plus en plus. C'est normal, il faut dire qu'une société de communication ne peut pas être une société, on va dire, d'omerta. Ça, c'est un principe qui est connu. Alors, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, évidemment, il y a les réseaux sociaux qui font effet miroir et qui complexifient à la fois la nature des problèmes, mais aussi qui densifient l'expression et, disons, l'expression des problèmes. Donc, je crois que d'ailleurs, au Sénégal, on n'a pas encore le niveau que nous aurions souhaité en termes de dénonciation. Les viols ont toujours existé, sans doute, malheureusement, existeront toujours. Il faut absolument dénoncer les viols. Après, je crois qu'une partie des réseaux sociaux fera l'affaire parce que c'est un mode opératoire de communication qui est toujours en train de regarder qu'est-ce qui se passe et pour le viol et pour un certain nombre d'affaires. Et bien évidemment, l'effet miroir aidant, je crois qu'il faut se féliciter progressivement, même s'il y a l'omerta encore, mais qui est un omerta assez relatif. Même s'il y a ça, je crois qu'il faut se féliciter du fait qu'une partie des réseaux sociaux, des plateformes digitales vont de plus en plus s'engager dans la lutte pour, on va dire, dénoncer ces formes de viol, ces formes de violence sexuelle qui sont particulièrement adressées aux femmes. Oui. Tantôt dans votre propos, vous avez dit que la jeunesse du Sénégal constitue une bombe à retardement. Et pourtant, le Sénégal a découvert des richesses, du gaz, du pétrole, il y a des zircons un peu partout dans le pays. Et les Sénégalais continuent encore à ne pas voir l'impact réel de ces richesses dans leur vie quotidienne. Mais c'est ça qui est regrettable. C'est-à-dire au même moment où nous avons découvert des richesses importantes et que nous devrions réfléchir sur les mécanismes scientifiques, sociaux, stratégiques de gestion de ces ressources. Dans le même moment, on ne parle quasiment pas de ça. Quels sont les partis politiques, juste pour donner l'exemple des partis politiques, ou bien même d'autres structures nationales qui sont sensibilisées ou qui sont organisées autour de ces enjeux qui sont les vrais enjeux de développement. On ne dit pas aux partis de ne pas se battre et même parfois de se battre violemment. C'est quelque chose qui est connu à travers le monde. Mais quand même, je crois que la faiblesse du débat, c'est que sur les enjeux importants comme le pétrole, comme le gaz, comme le zircon de l'autre côté au sud du pays, il n'y a quasiment pas de débat important qui est mené, alors que c'est ça la clé de notre succès, quel que soit le parti politique ou les coalitions de partis qui vont arriver au pouvoir. Mais sur cette question, nous sommes totalement, disons, on n'est pas du tout en phase par rapport aux exigences de développement économique, aux exigences stratégiques qui doivent être l'affaire de tout le monde, y compris des partis politiques. Oui, pendant ce temps, on voit la valse des puissances occidentales, en Afrique, surtout au Sénégal. Tout récemment, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était à Dakar en disant qu'il veut renforcer la coopération américano-sénégalaise africaine. Les Chinois organisent bientôt
sommets Afrique-Chine. On a connu aussi des sommets Afrique-France. La fois dernière, Macron avait organisé un sommet avec ce qu'il appelle la jeunesse africaine. Mais tout ça, c'est des enjeux énormes par rapport à l'Afrique, par rapport à ses capacités. Mais en interne, est-ce qu'il y a une réflexion stratégique? Mais voilà, il y en a pratiquement pas, même si de part et d'autre, il y a quelques instituts qui émergent et qui commencent à vouloir, on va dire, mener des réflexions stratégiques sur ce genre de questions. Mais globalement, on va dire que l'Afrique, c'était le berceau de l'humanité. On en a débattu pendant plusieurs siècles autour de cet enjeu, on va dire, scientifique. Maintenant, l'Afrique, ça va être pas le berceau de l'humanité, mais c'est l'avenir de l'humanité. Parce que lorsqu'on regarde la configuration des ressources, toutes ces puissances ont besoin de ces ressources, ont besoin de consolider un capital pour évidemment gagner en sécurité. Et nous, on ne semble pas encore saisir ces enjeux-là, alors que oui, sur le pétrole, il y a un certain nombre de choses, et bien évidemment les gars à court. Et je rappelle d'ailleurs que ce n'est qu'une partie de ce qu'on a découvert sur le gaz et le pétrole. Il y a encore, et nous le savons, énormément de choses qui vont se passer de l'autre côté en Guinée-Bissau et de l'autre côté du Sénégal. Il y aura encore du pétrole. Et tout ça fait que, évidemment, les puissances vont encore venir, et les puissances n'ont pas d'amis. Et tout comme notre État ne doit pas, nous aussi, ne pas avoir d'amis. C'est quelque chose qui est connu dans les relations internationales. Les puissances, elles ont des intérêts. Et nous, l'enjeu, c'est de voir où sont nos intérêts et comment négocier nos intérêts pour qu'il y ait quelque chose que je n'aime pas beaucoup en termes de formule, de gagnant-gagnant. Au moins, on se comprend. Alors, moi, je pense que c'est ça le véritable défi qui nous interpelle. Ce n'est pas que les puissances viennent piller nos ressources, parce que sur beaucoup de ressources aurifères, etc., il y a un pillage systématique qui est connu, d'ici au Libéria en passant par la Guinée, Conakry, mais c'est au pouvoir politique de voir comment gérer nos intérêts, comment avoir des contrats qui ne soient pas des contrats léonins et qui soient dans l'intérêt du pays. Et c'est ça qu'on demande aux politiciens, notamment qui gèrent nos États. Au sud du pays, là où vous travaillez souvent, il y a souvent le scandale par rapport à la mine de Niafran, de zircon. Il y a aussi une mine qui n'est pas très connue. On n'en parle pas ici au Sénégal pratiquement. C'est vrai. En fait, disons que le zircon est un minerai lourd. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le permis de Niafran, qu'on appelle aussi le permis de Casamance, c'est en réalité une petite mine de 5 millions de tonnes de sable minéralisé. Vous savez, le zircon ne vient pas seul. Mais l'autre cas qui n'est pas connu dans le sud, notamment au nord du sud de la Basse-Casamance, c'est bien évidemment la question de Cassel. Cassel, de l'autre côté, dans le Kafountine. Je rappelle que l'État du Sénégal, notamment sous Wade, avait autorisé 2 signatures de contrats en exploration. Le permis de Niafran et bien évidemment le permis de Cassel, qui également était autour de 5 millions de tonnes de sable minéralisé. Mais l'enjeu de la bataille, par exemple, pour Niafran, c'est qu'en réalité, ces 2 mines ne sont que la face visible de l'iceberg. Et que nous avons sur tout le littoral de Ziguinchor du zircon. Et bien évidemment, les sociétés minières, fidèles à leur stratégie, attendaient de voir comment Niafran allait se comporter avant de continuer évidemment l'exploitation sur tout au long du littoral de Ziguinchor. Ce que dénonce souvent la jeunesse africaine, c'est que les ressources africaines soient exportées sans transformation, sans exploitation. En Casamance, vous avez tout. Il y a des mangues, il y a des pamplemousses, la végétation est bien faite. Il y a beaucoup de produits, mais tout est à l'état brut. Il n'y a pas d'industrialisation et de transformation sur place qui peut créer des emplois sur place. Mais c'est ça qui est regrettable. On va donner 2 exemples chiffrés. Par exemple, aujourd'hui, on sait que la production de mangue au Sénégal est autour d'à peu près 200 000 tonnes annuellement. Sur cette production de mangue, les 2 tiers sont produits par la Basse-Casamance, les 2 tiers. Et sur ces 2 tiers, 2 autres tiers sont, on va dire, gâtés. Parce que simplement, on n'arrive pas évidemment à procéder à la transformation. Et du coup, vous voyez ce gâchis, alors qu'aujourd'hui, regardez, nous sommes à 1% de taux d'exportation vers les États-Unis, précisément vers les Amériques. Et nous sommes à 3%
de taux d'exportation vers l'Union européenne. Alors que les mangues coûtent excessivement cher dans ces zones et extrêmement valorisées. Alors ça c'est un indicateur. Et on aurait pu donner les mêmes chiffres quasiment en ce qui concerne le MAD, en ce qui concerne les tôles, en ce qui concerne les autres productions fruitières. Mais on n'arrive pas, comme vous l'avez dit, à procéder aux exploitations appropriées parce que simplement on n'a pas d'unité de transformation, évidemment. La question est plus compliquée que cela, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si vous avez des unités de transformation, vous allez dans une grande surface de la place qui va vendre moins cher que vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a la question de l'unité, mais il y a la question de la compétitivité des prix. Et ça, c'est une autre question qui, sans doute, relève de la dimension stratégique de l'État. Mais est-ce que la paix aussi définitive en Casamance est l'une des composantes de ce développement? Oui, moi j'ai toujours dit à tout le monde qu'aujourd'hui, en 2021, malgré tout ce que les gens disent, il y a la paix en Basse-Casamance. Il y a la paix parce que sur presque plus de 500 villages qui composent ce qu'on appelle aujourd'hui la région de Ziguinchor, il y a moins d'1% qui ont encore des problèmes. Et les problèmes que nous avons, nous les connaissons, c'est des problèmes de mines. Bien évidemment, il faut régler cette question-là, il faut déminer. Évidemment, c'est la question de la qualité des routes à l'intérieur de la Basse-Casamance. Ça, c'est les deux questions majeures, entre autres. Il y a d'autres types de problèmes liés à différentes, selon les zones à l'est de la Basse-Casamance ou au nord de la Basse-Casamance. Mais la Casamance, elle est en paix et il faut le dire fortement pour aussi encourager les gens pour qu'ils viennent investir en Basse-Casamance. Parce que si on ne le fait pas, ça donne encore l'impression, on va dire, d'une région de ni paix, de ni guerre. Et ça, ce n'est pas du tout juste. Mais qu'est-ce qui empêche d'aller à la paix définitive, signer la paix définitivement pour que la Casamance retrouve sa quiétude? Parce qu'il y a des politiciens qui se sont enfoncés dans ce processus depuis très longtemps et qui font des négociations interminables avec le MFDC. Et je pense qu'au moment où nous sommes là, il faut que l'État du Sénégal, s'il veut encore négocier avec le MFDC ou avec ce qu'on appelle les factions du MFDC, parce que le MFDC n'existe plus en réalité. Ce sont des factions du MFDC qui existent, hein, et chacun se proclame un peu chef d'un front. C'est ça la réalité du terrain. Alors je crois que si l'État du Sénégal veut régler maintenant définitivement cette question, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que toutes les conditions d'une négociation sont réunies. Et puis, disons quand même, pour ne pas, on va dire, caricaturer, que le MFDC est aussi dans des dispositions pour négocier franchement avec l'État du Sénégal et aboutir à une paix durable. Maintenant, il faut comprendre que dans ce îlot, il y a des gens qui gèrent leurs propres intérêts, soit parce qu'ils sont dans le trafic de bois, soit ils sont dans le trafic de chanvre indien, soit ils sont dans d'autres types de trafic. Ce type d'acteurs, vous ne pouvez pas avoir la paix avec ce type d'acteurs. Et l'État a toutes ces informations pour savoir avec qui négocier pour aboutir à une paix dite définitive qui ne peut être qu'une paix formelle. Parce que l'essentiel de la paix est en ce moment en Casamance. Il reste maintenant des questions liées aux mines et d'autres types de questions. Est-ce que le festival que vous prévoyez d'organiser bientôt à Oussouye entre dans ce cadre-là, de renforcer encore la paix, de faire que les gens puissent parler davantage? Maintenant, on a été voir le roi de Oussouye. En fait, oui, le roi, on va dire roi pour des questions de commodité, mais en fait c'est un man, le man de Oussouye, vous savez, qui est très impliqué dans la question de la paix en Basse-Casamance, très impliqué. Et pour l'essentiel d'ailleurs de ce que nous avons en ce moment, entre guillemets, de paix, le roi d'Oussouye a joué, pour ceux qui suivent le dossier, un rôle très très important. Et il est écouté. C'est pour ça que ce festival est mis sous le signe de la paix en Basse-Casamance. Mais on ne va pas faire des slogans seulement, parce que ça ne sert à rien du tout. Mais le roi lui-même a décidé de parrainer cette activité qui verra évidemment la participation de plusieurs intellectuels, de plusieurs gens de Oussouye et d'autres qui viendront assister à ce festival qui devrait consacrer également un moment fort pour aller vers la paix. Et ça, c'est une dimension également de la paix, parce qu'il faut des activités. En Basse-Casamance, le problème, c'est qu'il faut des activités. Et avoir des activités, c'est évidemment des activités économiques, mais sans doute aussi des activités sociales et politiques. Oui, ça, c'est important, des activités politiques, mais il faut des activités économiques, qu'on trouve un moyen pour les jeunes d'avoir du travail. Exemple,
on a un parc qui est là-bas, qui ne fonctionne pas depuis 1993 parce que le parc avait été attaqué. Alors, il faut par exemple que le chef de l'État rouvre ce parc parce que c'est le meilleur moyen d'avoir de l'emploi substantiel pour les jeunes de Casamance et pour les jeunes d'ailleurs du Sénégal. Bon, voilà, on ne peut pas avoir un outil de cette dimension et le fermer parce que simplement il y a des menaces de part et d'autre. C'était acceptable il y a quelques années, mais maintenant, avec les rapports de force militaire, ce n'est plus acceptable. Mais si on regarde bien l'échiquier politique au Sénégal, on va vers les locales. Beaucoup de politiciens font le tour de localités pour dire leur programme. Est-ce que vous sentez que la Casamance est un sujet? Non, moi je pense que c'est un sujet de manipulation, la Casamance en réalité. Disons les choses telles quelles. Parce que quand j'entends les gens parler de la Basse-Casamance, d'abord j'ai le sentiment qu'ils pensent que la Casamance est encore toujours en 1982-83. C'est le sentiment que j'ai pour l'essentiel. Ensuite, je pense qu'il faut que les hommes politiques aussi viennent s'informer sur ce qui se passe en Casamance, y compris l'État, qui théoriquement est informé, théoriquement. Mais je pense qu'il faut d'abord que cette image d'une Casamance meurtrie, qu'on puisse dépasser cette image-là, parce que ce n'est plus le cas. Et j'ai l'impression que dans les programmes, bien évidemment, on ne parle pas beaucoup de la Basse-Casamance, parce que je me demande même pour l'essentiel de ces hommes politiques, en tout cas au niveau stratégique des hommes politiques, est-ce que par exemple, même quand ils parlent de Casamance, ils sont où pour l'essentiel? Ils sont basés à Ziguinchor quand ils viennent faire leur campagne. Ou bien, j'aimerais bien, je taquinais un ami en disant, j'aimerais bien l'amener par exemple au sud-ouest pour qu'il aille voir EFOC, pour qu'il aille voir YouTube, pour qu'il aille voir par exemple Direct, pour qu'il aille voir Boudjedjet, etc., qui sont au cœur de la Basse-Casamance, à l'intérieur de la Basse-Casamance. Et je n'ai pas l'impression, à part les candidats locaux là-bas, qu'il y a des hommes politiques qui ont ce courage d'aller à l'intérieur de la Basse-Casamance, de s'informer auprès de la police, auprès des forces armées, auprès du MFDC, pour savoir c'est quoi la situation actuelle. Parce que si vous ne vous informez pas en tant qu'homme politique, vous ne pouvez pas avoir évidemment un discours conséquent sur la Basse-Casamance. Est-ce que le changement de régime en Gambie et en Guinée-Bissau a participé un peu à la pacification dans le sud du pays? Mais bien sûr, la preuve, aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'osait pas faire en Guinée-Bissau de l'autre côté, ou bien de l'autre côté en Gambie, parce que simplement on avait Yaya Jammeh et de l'autre côté également des régimes qui n'étaient pas très favorables au Sénégal. Mais ça fait partie des questions stratégiques qui doivent interpeller les hommes politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout avoir des voisins ennemis du Sénégal. Et tout homme politique qui aspire à être prochainement président de la République doit s'organiser pour avoir les meilleurs rapports avec les hommes politiques gambiens, avec les hommes politiques bissau-guinéens. Parce qu'autrement, on ne peut pas faire grand-chose compte tenu de la complexité des frontières et compte tenu du fait que nous avons besoin d'avoir des gens qui sont avec le Sénégal pour que la paix, par exemple, en Basse-Casamance puisse continuer. Abdou Ndokour Kachendaw, merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, que nous parlons avec vous de la situation du pays, d'abord sociétale, politique, économique, et que vous êtes un anthropologue de terrain, parce que vous êtes sur place, vous travaillez beaucoup en Casamance, sur l'ethnographie et sur beaucoup de choses qui permettent de comprendre la tuyauterie de ce qui se passe réellement dans l'intérieur de la société. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.